Précédemment dans Époque. On est. Regardez bien. Aujourd'hui, là, maintenant, c'est dans la seconde où nous parlons, vous êtes. Bien sûr, il y a notre discussion, il y a votre passé qui est là, tout ce qui s'est passé dans votre vie, etc., qui est en superposition. Ok, mais vous êtes fondamentalement. Si on vous enlève un bras ou une main, vous êtes. Vous allez souffrir, oui, peut-être, mais vous êtes toujours. Ça n'enlève pas votre être-té. Votre être-té, dans l'instant présent, s'incarne toujours dans le jeu. Et à ce moment-là, on est touché comme vous l'avez été avec les étoiles. Oui. Où il n'y a plus de pensée. La pensée est inutile. Quand on regarde bien nos pensées, les pensées résonnent avec le mental, dans le futur et le passé. Elles sont toujours comme des espèces de manifestations qui sont un cirque mental. La plupart des pensées, Bienvenue dans le podcast Époque. Je suis Christy et je vous invite sur mon voyage spirituel et sacré pour comprendre ces forces qui me poussent à prendre la parole. C'est à travers mon histoire et les témoignages des belles âmes que je rencontre que nous irons au plus profond de nos dons secrets. Restez avec moi chaque semaine pour aller à la rencontre de nouvelles personnes et de leur histoire. Qu'est-ce que c'est que le langage des oiseaux ? Alors, ce qu'on appelle communément, je crois, le langage des oiseaux, c'est un petit peu les sens cachés dans les phonèmes. C'est-à-dire, dans les unités articulation, nous avons un univers qui est extrêmement riche. Le langage, c'est un univers qui est extrêmement riche. C'est pas qu'au niveau verbal. Si, pour entrer dans les travaux de Lacan ou de Saussure, le signifiant et le signifié. Le signifiant serait, par exemple, la représentation que nous avons tous d'une table, et le signifié serait l'interprétation que nous avons de cette table dans notre inconscient, dans notre histoire, sur d'autres plans. Et ce signifié pourrait se rapprocher plus de la vérité que le signifiant. Si par exemple, on dit table, vous allez par exemple penser à une table week-end, ou une table de camping. Nous allons partir sur des interprétations complètement erronées. Donc, du coup, le langage est très important, les mots sont importants, mais aussi l'énergie qui les sous-tend. Si l'énergie qui sous-tend ces phonèmes est verbale, ça restera au niveau du verbe. Si elle est impliquée dans quelque chose qui est de l'ordre de l'intention, pas de la volonté, de l'intention, ça peut changer beaucoup de lignes. Oui, mais en quoi une table, le fait de représenter la table parce qu'elle est erronée ? Ah, je dis pas qu'elle est erronée. Ah. Quand nous voyons tous les deux une table, nous voyons la même table, peut-être. Oui. C'est même pas sûr d'ailleurs. C'est pas sûr. Mais dans notre représentation mentale, non. Quant à des notions beaucoup plus complexes, par exemple, je sais pas, moi, ça peut être le paradoxe, la religion, la spiritualité, l'éveil, la réalisation, etc. Alors là, c'est encore plus complexe, parce que si on se met dans la tête des gens en regardant à travers leurs yeux ce que c'est que la réalisation, on va avoir des 50 milliards d'interprétations qui n'auront rien à voir avec la réalité de ce qui est, par exemple, l'éveil ou la réalisation, ou l'expérience spirituelle. Tout à l'heure, vous nous parliez du maladie. Donc, du mal à dire. Du mal à dire. Oui, qui peut se transformer en maladie, oui. Mais c'est le fait de prononcer les mauvaises paroles ? Non, je pensais pas à ça forcément. Non, pas ça. Le mal à dire, c'est de pas pouvoir exprimer qui on est. De donner une représentation pour cautionner ce que l'on croit être la volonté des autres. En fait, je l'avais souvent dit ici en séance, ça nous ramène au persona de la tragédie grecque. Le masque, le persona, dont les acteurs athéniens étaient affublés et qui relataient une émotion, par exemple l'orgueil, la haine, la colère, l'amour, peu importe. Et en fait, les Grecs savaient que le véritable être n'était pas le persona, c'était celui qui était derrière. Ainsi, lorsque les acteurs grecs jouaient leur tragédie, ou leur psychodrame, et bien derrière il y avait un chœur antique. Ce chœur antique chantait une voix très mélodique et encensait le persona. Lorsque l'acteur voulait enlever le masque, le chœur antique devenait discordant. Le groupe humain ne supporte pas que chacun et chacune enlève le persona, la personnalité. La réponse, qu'en général on établit dans ce qu'on appelle en analyse la période de latence, ou le contrat de survie, entre 7 et 12 ans, qui dit « je suis comme ça ». Et ça c'est figé, jusqu'à 40 ans, 45 ans, où on subit une crise qu'on appelle la crise de la quarantaine, la CMV, la crise de milieu de vie. Elle est obligatoire celle-ci ? Non, mais il y a beaucoup d'humains qui passent à travers ça. Et mais qu'est-ce qui fait que c'est assez impressionnant. Il y a des paliers pour les 7 ans, il y a des paliers pour je sais pas quel âge, 40 ans, les 30 ans. Je sais pas si les 60 ans sont concernés. Mais les Romains appelaient ça, avant les 40 ans, les adolescents. Et à 40 ans, ce sont les adultos. Après, je crois qu'à 60 ans, c'est une théorie, il me semble, il y a un truc comme ça. Donc il y a des stades, évidemment. Et les Grecs disaient,
on doit subir une crise. Crisis en grec, au sens propre du terme. Séparer le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire qu'en fait, les Grecs avaient un fléau, et ils frappaient les céréales, et ils séparaient le bon grain de l'ivraie. Nous, on fait pareil. À 45 ans, on se prend des roustes par la vie, divorce, maladie, il peut y avoir des tragédies, il peut y avoir des suicides, parfois pire, ou des tentatives, et parfois pire. Mais ce qui est important, c'est qu'on sépare ce qui a été bon pour nous à travers le contrat que nous avons développé entre 7 et 12 ans, et ce qui est vrai pour nous, ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est plus. Le contrat de survie est sous-tendu par des blessures ou des traumas qui sont en général vécus par l'enfant, ou des bonnes choses du reste. Et il établit le fameux personnage que j'évoquais à l'instant, qui va finalement esclavagiser sa vie. Et à 40 ans, la vie nous demande de sortir de là, à travers une crise. On la suit ou on la suit pas. À nous de voir. Et vous conseillez de la suivre? J'aurais tendance à dire aux gens, ben ouais, allez-y. Allez-y, souffrez, ça va aller. Non, pas souffrez, non, allez-y, suivez la vie, quoi. Le mouvement vital qui nous dit, sors de là. Sors de ces représentations que tu as engragées et engrammées depuis que tu es petit. Depuis l'âge de 10-12 ans, en général, c'est la période prépubère. Et sors de là aujourd'hui parce que c'est pas toi. C'est un personnage que tu t'es façonné dans l'attente inconsciente de l'attente des autres. C'est une pure projection. C'est ce que Lacan appelait le grand autre, qui n'existe pas. Où on imagine que l'autre nous juge, nous jauge et attend de nous des choses. Et dans ce fantasme, nous établissons une vie qui n'est pas la nôtre. Est-ce qu'il est important pour le quarantenaire, qui sont pour la plupart du temps en dépression, parce que c'est ce qui s'ensuit, c'est ce que j'entends la plupart du temps, c'est que je vis une période de dépression, mais je ne sais pas pourquoi. Alors que non, mais on va passer des 39. J'espère ne pas être dans ce cas-là, vu que je vais avoir mes 40 ans cet été. Vous y arrivez, Mais en fait, je ne me laisse pas porter par la dépression. C'est trop compliqué. Ouais. C'est trop compliqué pour moi. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. La dépression, forcément, c'est justement ce contrat qui est trop lourd à un moment donné. La vie nous dit, tu dois te débarrasser de ça. C'est ce que les Romains appelaient le scrupulus, le scrupule. C'est un caillou dans la chaussure qui paralysait une armée. Un humain, un soldat donc romain, pouvait paralyser une armée juste parce qu'il y a un caillou dans la chaussure, le scrupule. Et notre job, à nous les accompagnants, c'est de dire peut-être qu'il y a un truc dans la chaussure, on s'approche, on le sort, on cautérise, ou on aide, ou on accompagne là-dessus, et après on repart. C'est plus un problème. Juste on s'est pas trompé, c'est que dans notre parcours de vie, nous sommes passés à travers ça, nous avons forgé quelque chose, imaginé quelque chose, fantasmé quelque chose, ou projeté quelque chose, les qualificatifs me manquent, mais aujourd'hui ce n'est plus de mise. Pouf, on change, c'est tout. C'est très simple, très très simple. S'établir en elle-même, c'est comme si on arrivait sur Pluton, dans une grotte qui est fermée depuis 4 milliards d'années. On arrive avec 600 millions de watts, ça va s'éclairer d'un seul coup. La conscience, tchac, s'illumine comme ça. Et quand elle est consciente, c'est libre. Je trouve pas ça si facile. C'est très facile. De se laisser emporter par cette histoire de conscience. J'ai rencontré une personne encore il y a pas longtemps qui me disait moi j'adore parler de spiritualité, mais ma copine elle est trop terre à terre, elle est trop cartésienne, et en même temps elle fait des essais cliniques. Ça c'est le grand autre. C'est l'autre. Mais quand les deux vivent ensemble. Ah oui, mais chacun est libre. On peut être dans un couple et être ce que l'on est. Si l'autre n'admet pas ce que l'on est, elle va à son chemin, ou il va à son chemin. Et cet humain se torture. Bien sûr. Pour se mouler dans le monde imaginaire de l'inconscient collectif. C'est un bordel incommensurable. Et c'est pour ça que plus jeune, je préférais avoir mes propres codes. Ouais. On m'a toujours trouvé bizarre, ça c'est pas un problème, j'accepte. Mais il n'était pas concevable pour moi de faire comme les autres. Ils le font déjà, pourquoi devrais-je le faire? Ouais. Je préfère faire autre chose. Ok. Puis ça m'amuse. C'est votre choix. Et personne ne peut vous empêcher ou vous plier sa volonté pour que vous fassiez autre chose. Être libre. Être libre de ce que nous sommes. Mais alors, dans ce cas-là, j'en reviens à l'histoire des singes. S'il y en a un qui le fait, pourquoi les autres ne le suivent pas? C'est leur problème. C'est leur histoire. Après tout, nous n'allons pas nous mêler des histoires des autres. Non. Les gens sont libres. Mais au niveau collectif, si une personne le fait parce que ça marche bien pour une personne, est-ce que dans le collectif, ça s'installe pas? Ça pourra ou pas. Mais ça dépend pas de nous, ça dépend de la vie. Si un le fait 2, 3, 4 et qu'à un moment donné ça bascule, et qu'il y a un mouvement collectif, parfait. Mais c'est pas obligatoire.
Après tout, nous ne sommes pas Dieu. Nous n'avons pas décidé pour les autres. Nous avons décidé pour nous-mêmes, ce qui est déjà énorme. Hein. Nous ne sommes pas Dieu, mais qui est Dieu? Ça, c'est le grand mystère. Un petit peu, j'ai l'impression, assujetti à des forces qui nous dépassent. Cette conscience que nous avons évoquée, c'est des forces aussi qui nous dépassent et qui font que finalement, nous n'avons pas le choix. Nous sommes le résultat d'un choix qui nous dépasse. Si par exemple, on dit « Quelle va être ta prochaine pensée ?» Impossible de répondre. Est-ce que tu maîtrises ton système cardiovasculaire? Non. Ton système digestif? Non. On maîtrise rien. On croit avoir le choix, c'est un pur leurre, une pure illusion. Nous sommes ce que nous sommes, et dans ce que nous sommes, la conscience s'érige elle-même, s'établit elle-même, et dit ce qu'elle a à faire, ou à dire. C'est aussi simple que ça. Mais nous, les humains, nous avons un mental discriminant, qui veut toujours avoir raison, sous-tendu par un ego qui est abyssal, et qui veut exister, malgré le fait que la conscience lui dise « tu n'existes pas ». Tu n'existes pas. Tu existes peut-être dans ta singularité, dans ta couleur qui est spéciale et particulière, oui, mais sur le plan mondain, tu n'existes pas. Et ça, pour l'ego, pour le mental, c'est impossible à entendre. S'il n'y a pas le mental, ça va être très compliqué. On peut pas savoir comment il s'appelle, parce que un éveillé, je sais pas moi, n'importe quel éveillé, quand on l'appelle par son nom, il répond. Il a une discrimination. Il paye une facture, il s'investit dans la vie matérielle, mondaine, sentimentale parfois, ou amoureuse. Il y a des choses que le mental doit faire et entendre et comprendre pour pouvoir fonctionner dans le monde. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est dans ce que nous sommes. Et le mental, c'est pas ce que nous sommes. C'est juste un outil. Ça me rappelle une histoire que je peux vous raconter, si vous voulez. Oui. C'est l'histoire d'un mec qui est dans le désert, qui a très soif, qui est très sale, et qui est très en manque de relations sexuelles. Et donc, il marche, il pérégrine depuis des mois et des mois, il rencontre un caisson, comme dans les histoires, il y a un esprit à l'intérieur. Alors il ouvre le caisson et l'esprit lui dit tu as droit, donc tu m'as libéré d'un sort millénaire, tu as donc droit à 3 vœux. Alors tu lui dis, moi c'est facile, hein. Moi je veux de l'eau, je vais être dans un endroit blanc, propre et immaculé, et je veux du cul. Il se retrouve transformé en bide de bordel. Parce qu'il a ce qu'il veut. Oui. Il a ce qu'il veut. Seulement, les plans subtils de sa demande ont été tous honorés. Plus nous sommes, mais voilà, ça nous ramène à la conscience. Plus nous sommes conscients, plus nos choix, apparemment nos choix, qui n'en sont pas finalement, nos émanations de la conscience sont honorées sur tous les plans, du plus grossier au plus subtil. Si on part du principe que dans la réincarnation, on choisit déjà par contrat la vie qu'on va mener, que bien sûr le futur est fait sur des probabilités. Ouais. Est-ce que finalement, on a vraiment le choix? On n'a pas le choix en fait. On s'est donné le choix. Le premier choix, ça a été je signe ce contrat-là, j'arrive sur Terre. C'est ce que je vais faire. Hein? Bon, déjà. C'est ce que disent certaines branches mystiques, oui. Certes, mais ça peut être une option. À partir de ce moment-là, le libre arbitre pour moi n'a pas sa place, non. Et le choix non plus. Dans ces cas-là, dans cet ordre de choses, non. Cet ordre des choses est respecté parce qu'il y a eu un choix existentiel, si j'ai bien compris ce que vous dites. Dans certaines branches mystiques, ils le disent, hein, que avant l'incarnation, il y a eu un choix de l'âme, entre guillemets, hein, et que donc ce chemin doit être tracé, doit être fait, doit être vécu dans l'incarnation pour apprendre certaines choses. C'est ce que disent certaines branches mystiques. Et là, effectivement, nous avons le choix que de suivre ce chemin. D'ailleurs, on n'a pas le choix, donc finalement, c'est pas le même. Mais non. Ça revient même. Et ça remet en cause la question du libre arbitre. Oui, tout à fait. Donc moi, je ne choisis plus finalement parce que je sais que peu importe le choix que je vais faire, c'est le choix que j'aurais fait quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. C'est pour ça que je perds plus de temps. Ce choix, il dépend pas du mental, il émerge de la conscience. Voilà. Et à un moment donné, on sait ce qu'on a à faire. Parfois, nous avons des choix, nous savons que c'est les pires conneries qu'on puisse imaginer. On les fait quand même. Parce que la conscience doit passer par là. Et c'est inéluctable. On existe dans le plan relatif, mais pas dans l'absolu. Dans l'absolu, nous sommes une émanation de je sais pas quoi. Si on enlève l'être humain, si on enlève le temps, si on enlève le tout, qu'est-ce qui reste? La conscience, l'être-té de ce que nous sommes fondamentalement, qui est la même force qu'un chêne tricentenaire, je l'évoquais à l'instant, ou le bonsaï qui est derrière vous ou moi. La conscience, la vie avec un grand V de ce que nous sommes, est la seule manifestation. Et les scientifiques sont les bras ballants devant la vie. On ne sait pas ce que c'est que la conscience et la vie. On s'en approche peu à peu peut-être, mais on ne sait pas encore. On ne sait pas comment une blessure guérit. Oui, il y a des cellules qui se multiplient, très bien, mais on ne connaît pas la force qui est derrière et qui fait ça. Cette force qui fait pousser un chêne, ou qui a créé votre propre corps et qui le fait se développer, ne sont pas connues, ne sont pas reconnues.
Sauf quand la conscience prend conscience d'elle-même et se réalise. Ça me rappelle un passage de Don Juan et de Carlos Castaneda. Castaneda est un jeune étudiant à UCLA dans les années 60. Il veut écrire une thèse sur les plantes hallucinogènes du Mexique central. Donc il cherche un maître. Et il rencontre Don Juan après les pérégrinations diverses et variées. Et donc, Don Juan lui dit, je vais bien t'initier aux plantes, mais tu dois rompre ton ego. Les plantes ne te laisseront pas approcher avec un ego pareil. Et Castaneda dit non, je vous paye, vous m'enseignez. L'autre lui dit, tu me payes avec du temps, je te paye avec du temps. Ça commence comme ça. Et Castaneda est resté 13 ans avec Don Juan, dans un enseignement extrêmement dur. Et au bout de 4 ans ou 5 ans, Castaneda lui dit, j'en peux plus, je m'en vais. Mais simplement avant de partir, dites-moi ce qui va pas avec moi. Et Don Juan lui dit, il n'y a qu'une seule chose qui va pas avec toi. La seule chose qui va pas avec toi, c'est que tu te conduis comme un homme ordinaire. Alors Castaneda lui dit, mais ça veut dire quoi? Il lui dit, l'homme ordinaire s'accroche au regard de l'autre et appelle ça confiance en soi. Le guerrier spirituel ne s'accroche qu'à lui-même et appelle ça humilité. La conscience d'un guerrier n'a strictement rien à voir avec celle d'un homme ordinaire. L'homme ordinaire s'accroche au regard de l'autre, le guerrier s'accroche qu'à lui-même. Et c'est tout. Dans ce cas-là, j'en reviens au grand maître aussi, et si on parle sans parler de ce qui se passe dans la Bible, mais je reprends Jésus, qui lui a su donner de l'amour inconditionnel. Il a dû passer par un parcours de vie qu'on ne connaît pas, puisque de ses 12 à 28 ans, on ne sait on ne sait pas où il était. Mais ceci dit, lui, il a réussi à le faire. Et il a essayé de l'inculquer aux êtres humains. Qu'est-ce qui a fait que, alors qu'à l'époque, on est dans une époque où il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas forcément de marketing. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui c'est encore pire aujourd'hui? Le fait qu'il n'ait pas eu Internet il y a 2000 ans, n'est pas un problème en soi. Parce que les gens étaient beaucoup plus simples. Quand le Bouddha a parcouru l'Inde, il n'y avait pas Internet. Et il a répandu l'éveil partout où il est passé. Avec une technique très simple qui était Vipassana, la méditation Vipassana. Et les gens à l'époque étaient très simples et très croyants et respectaient les maîtres spirituels. Un maître spirituel qui dit « tu vas prononcer ce mantra pendant toute ta vie », l'autre le faisait. C'était une époque bénie pour les gourous. Mais là, il y a toujours ce discernement. Aujourd'hui, nous sommes tellement intelligents, n'est-ce pas? Nous sommes tellement dans la discrimination. Nous sommes toujours dire « oui, mais... » Et nous sommes avec ce « oui, mais » suspendus à notre propre illusion. Nous cherchons des réponses qui corroborent le monde que nous portons en nous. C'est le bordel le plus complet. Et nous sommes absolument étanches à tout enseignement spirituel. Réel, je dirais. Pour l'instant. Il semblerait que la planète est en train de bouger, d'accélérer. Ça s'accélère. Donc, ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé et qui n'étaient pas du tout ouverts à la spiritualité, qui m'ont dit, il faut que tu me dises là-dessus, je comprends pas trop. Donc, je pense que l'éveil se fait et peut-être les choses vont changer. Je le sens bien. Et c'est pour ça que j'aimerais faire comprendre à toutes ces personnes que le temps, sincèrement, n'existe pas. Vous le sentez bien en ce moment. Enfin, est-ce que ce moment existe? Oui, c'est ça, c'est la vraie question. Ouais. Mais vous le sentez bien, le temps ne peut pas, il accélère beaucoup trop vite pour exister, en fait. C'est ça. Ouais. Ce n'est qu'une interprétation du mental, le temps. Le temps n'est qu'une interprétation du mental. De ce que nous obligeons nous-mêmes à nous obliger de croire. Nous sommes libres fondamentalement. La conscience que nous avons est libre. Nous ne sommes pas obligés d'être inféodés aux autres ou au regard de l'autre, pour citer Don Juan tout à l'heure. Nous sommes libres. Et si nous ne retrouvons pas ce que nous avons été, vraiment, ce que nous sommes vraiment, l'alpha et l'oméga de nos vies, c'est-à-dire le départ et l'arrivée, eh bien, nous serons dans la souffrance, inévitablement. À part si à un moment donné, il y a un équilibre qui se fait. Ça peut. Je pense qu'un événement, et je le sens bien arriver là, mais un événement va faire que il y aura un éveil un peu plus rapide. Regardez le Covid par exemple. Le Covid, c'est la marque de fabrique des forces qui nous entourent. Ouais. Nous avons été dans un monde de réflexion absolue et nous avons vu que l'espèce humaine pouvait disparaître. Après tout, en quelques semaines, les pingouins étaient à Adélaïde, au Melbourne, dans les rues. C'est vrai. Si nous sommes là pendant 30 ans, ici où nous sommes, il y aura un arbre. Bien sûr. Ouais. La nature, la vie, c'est droit.
Nous essayons de plier la nature à notre volonté, à nos fantasmes, à nos projections, à nos illusions, mais la nature, c'est la vie, elle est toujours là. Et elle prendra toujours tôt ou tard le dessus. Alors, ou on vit avec elle, ou on vit contre elle. Si on s'acharne à continuer à être dans l'inconscience la plus totale et rester à la merci de notre convoitise fondamentale, eh bien, nous allons le payer. Que vivons-nous? On vit une illusion. On vit dans un rêve. Et donc, est-ce que le fait d'être endormi, c'est pas le fait d'être éveillé? Les éveillés sont des endormis. Nous sommes tous éveillés quelque part. Nous sommes tous éveillés. Mais nous n'avons pas pris conscience de notre propre conscience, de ce que nous sommes. Nous nous cramponnons à un monde qui a été fabriqué à travers nos illusions, nos souffrances et surtout nos réponses, qui ont été imprégnées de notre conscience. Comment on nettoie ça? On travaille. Ouais. On travaille. On travaille à rendre la conscience consciente. Parce que quand nous avons nettoyé, nous arrivons immanquablement à ce que nous sommes. Tôt ou tard. Et que, on se rend compte souvent, ça m'est arrivé encore ce matin, que tout ce que nous avons déployé comme fantasmes, histoires, traumas, en les exacerbant, etc., n'a qu'un seul but, masquer l'absolu, la conscience de ce que nous sommes. Et quand nous arrivons à ce stade-là, dans la conscience de la science thérapeutique, de l'accompagnement, c'est plus joli, eh bien, les gens se rendent compte que, quelquefois, ils ont masqué l'absolu. À travers 1 million d'histoires dont certaines ne leur appartiennent même pas. Ou des réponses qui ont été faites à travers des traumas qui ont été faits, qui ont masqué l'absolu exprès pour ne pas aller vers l'absolu. Mais comment ça se fait que l'être humain, il soit La conscience joue à cache-cache avec elle-même. Et à un moment donné, elle doit se retrouver. C'est immanquable. Et elle éprouve une très grande joie à se retrouver. Encore faudrait-il faire le travail pour qu'elle puisse se retrouver. C'est elle qui le fait, c'est pas nous. Donc on peut passer toute une vie sans que ça se fasse? Complètement. En quoi c'est juste? Mais ça n'a rien à voir avec la justice. C'est juste comme ça. C'est juste une expression. Pourquoi est-ce qu'une feuille derrière vous sur le bonsaï est plutôt verte qu'une autre? On ne sait pas. Ça dépend pas de nous. Ça émerge ou ça n'émerge pas, c'est comme ça. Il n'y a pas de supérieur, inférieur, ou d'élu ou de pas élu, et une justice ou une injustice. Il y a juste des faits énergétiques qui se manifestent. C'est comme ça. Ça nous amène à l'humilité, la vraie, qui est la marque de fabrique de l'éveil. Pas la modestie exagérée ou la modestie un petit peu trompeuse. Je parle de une profonde humilité de ce que nous sommes. Nous sommes à la fois rien et tout. Dans ce paradoxe, nous sommes juste au milieu. Les humains sont juste au milieu. Et c'est très difficile. Vivre sa vie sans comprendre le temps, en restant focus sur qui nous sommes, oui. Mais surtout comprendre qu'il y a un collectif et que c'est cette conscience collective qu'il faut nourrir. Mais nous devons passer par un. C'est comme cette histoire, vous savez où il y avait ce villageois là, ce vieux qui est un ancien, très très ancien de ce village, qui partait sur une colline qui masquait le soleil pour le village depuis des siècles et des siècles. Il partait avec une petite cuillère. Et tout le monde dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je vais enlever la terre qui masque le soleil. Alors tout le monde s'est foutu de sa gueule. On dit, mais tu délires. Il a dit, oui, c'est vrai, c'est une folie, ouais. Il faut bien qu'il y en ait un qui commence. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une histoire toltèque. Pas camerounaise. Non, non, pas du tout. C'est excellent. Il y en a un qui doit commencer. Non, et d'ailleurs, en parlant du Cameroun, je fais référence je sais pas si vous savez qu'il y a une pyramide au Cameroun, qui s'appelle Ngor-Litouba. Ouais. Si vous voulez, moi, l'histoire de mon peuple, je suis Bassa, on se battait pour un roi d'Égypte. D'accord. Et à un moment donné, on a été chassés. Et on s'est arrêté au Cameroun parce qu'on s'est arrêté devant cette pyramide qui s'appelle Ngor-Litouba. Je pourrais pas vous donner la traduction, ma mère la connaît, mais je ne la connais pas. Et on s'est arrêté là parce qu'elle avait les mêmes propriétés que la pyramide de Giza, et on s'est dit, c'est bon, on peut s'arrêter là. D'accord. Et alors là, je me dis, le monde regorge de mystères. Ouais. On ne sait toujours pas ce que sont les pyramides, mais une chose que je sais sur les pyramides, c'est que, et c'est un scientifique qui le disait, Billy Carson, que lorsqu'on est à côté de la pyramide de Gizeh, le temps s'arrête. Oui. Le temps ralentit. Oui. Oui. La pyramide est une construction qui est incroyable, qui est extrêmement spirituelle, qui est même basée sur la spiritualité. Bien sûr. Nous avons des références à Orion, par exemple,
Pléiades, et nous avons, quand on regarde le Nil, et les pyramides, nous avons les 3 pyramides qui correspondent à 3 étoiles, je ne me rappelle plus exactement la symbolique, mais le Nil correspond à la Voie lactée, et les étoiles à disposition correspondent à l'établissement d'Orion. Et donc nous avons là une symbolique, comme si ces fonctionnalités, ces constructions n'étaient pas de ce monde, quoi. Nous avons une connexion avec ailleurs. Et ça, c'est notre sujet. Alors oui, en parlant d'Orion, il m'est arrivé un truc l'été dernier, alors que je regardais les étoiles un soir comme d'habitude, et je voyais l'étoile d'Orion, une étoile de la ceinture qui brillait, mais je la regardais sans la regarder parce que j'avais la tête dans le futur, le mental qui partait, et dans ma tête, alors que je pense à autre chose, j'entends Orion. Je pense que mon cœur a dû s'arrêter à un moment donné parce que je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. L'être humain vit de synchronicité toute la journée qu'il ne regarde pas, qu'il ne voit pas, mais parce qu'il ne le sait pas. Et nous devons convenir que plus la conscience est consciente, plus elle peut comprendre, décrypter les codes de la synchronicité. Je sais pas, parce que moi, je pars du principe qu'elle est partout, elle est dans ces tableaux, elle est avec vous, elle est dans les couleurs que vous portez aujourd'hui, que vous n'avez pas portées par hasard, on ne sait pas pourquoi, je ne sais pas. Elle est partout, mais je ne sais pas la décoder. Et c'est là qu'il faut faire le travail, c'est décoder le message qu'on essaye de nous dire. D'après vous, quel est le corollaire de la conscience? L'attention. Pas l'attention. Vraiment être avec une espèce d'acuité de ce que nous sommes et de ce qu'est le monde. Et avec cette acuité, l'acuité décrypte elle-même, seule. Vous n'avez pas besoin d'être intelligente pour le faire avec votre mental. Vous pouvez juste décrypter avec l'acuité la présence, l'ici et maintenant, de regarder et de sentir, de capter ce qui se passe. Et votre corps, votre esprit, je ne sais pas quelle est cette chose qui est votre corps humain et tous ces corps énergétiques, c'est toutes ces cellules, etc., va dire c'est ça. Et ce sera ça. Immanquablement. Le corps humain est composé de 115 000 milliards de cellules, bourré de synapses de connexion. C'est un cosmos dans le cosmos, sans compter les corps énergétiques. Je vous dis pas le bordel. Donc, ce corps humain, quand nous sommes venus au monde, nous n'avons même pas eu le mode d'emploi. Et nous devons faire avec. C'est une banque de données qui est extraordinaire, avec laquelle on peut se servir, notamment en accompagnement, à travers la kinésio, par exemple, d'autres techniques. Et nous pouvons établir des liens entre le corps humain et la conscience. C'est beaucoup plus facile. Et ce corps humain, cette conscience, nous donne l'attention. L'attention au monde. Et ce que vous appelez la synchronicité, qui ont été les premiers travaux de Jung, en 1911 ou 12, je m'en rappelle très bien, on définit sur le plan occidental en tout cas, les signaux qui sont connus depuis l'Antiquité de toutes les traditions, et de décrypter un signal. Qu'est-ce que ça veut dire et comment l'utiliser au quotidien dans sa vie à soi? Parce qu'il y a les signaux, il peut y avoir des milliards d'interprétations, mais qui peuvent être toutes erronées. Les signaux peuvent être très ambivalents, mais si la conscience, l'attention et l'acuité sont là, vous aurez la réponse immanquablement. Vous saurez. Au-delà du délire intellectuel dont nous pouvons faire preuve à chaque seconde de nos vies. Et celui-là, il est grand. Oui, immense, insondable, petit. C'est un super outil, mais qui a ses limites et qui fonctionne dans le monde. Pour faire des recherches, pour faire nos choix de vacances, pour payer les factures, pour travailler, oui, très bien, très bien, très bien. Mais il est impuissant quand on commence à aborder un système qui est beaucoup plus vaste que lui. Impuissant. Il n'y a que ce que nous sommes, fondamentalement, la conscience de ce que nous sommes, qui peut apprendre ce monde. C'est la conscience qui apprend la conscience. Donc c'est beaucoup plus facile. Si le mental veut s'en mêler, c'est un bordel assuré. Le mental s'en mêlera toujours. Toujours. Il est toujours là. Parce que l'ego est là. Oui, parce qu'il veut savoir, il croit tout comprendre, il se croit très intelligent. C'est la différence qu'il y a entre la connaissance et le savoir. Le savoir, on l'apprend à la fac, et je dis pas que c'est mauvais, c'est très bien. La connaissance, c'est quelque chose qui est universel et qui est inné. À un moment donné, quelqu'un développe vraiment sa conscience, son esprit, on sait quelque chose. Pas parce qu'on l'a lu, parce qu'on l'a vu. À ma deuxième retraite ayahuasca, j'ai fait l'expérience du temps. J'ai demandé à expérimenter le temps. Là, c'était le bordel. Je n'avais pas dû être déçu, Non, du tout, parce que je m'attendais. Alors, je sais que le temps n'existe pas. Je comprends que je comprends que je demande le temps et qu'il va m'arriver quelque chose. Je m'attends pas du tout à ce que je vais voir là. Des armures, des sons,
du toucher, du bordel. Ouais. Ça n'avait ni queue ni tête. Je n'ai pas compris. Mais peut-être que la plante vous a envoyé dans un registre particulier qui pourrait l'été le temps, peut-être. L'ayahuasca, c'est comme des plantes de pouvoir, elles ont un esprit. Et cet esprit vous conduit où elle aussi, elle peut voyager. Avec sa propre interprétation, jugulée à la vôtre. Et les plantes de pouvoir, entre parenthèses, réclament toujours un tribut énergétique. Donc, quelque part dans ma conscience à moi, c'est que le temps représentait peut-être ça, mais alors, je vois pas du tout. Oui. Donc, le temps pour moi, c'est du son. Pourquoi pas? C'était votre interprétation de l'époque, oui. Oui, parce que il y avait une armure, il y avait quelque chose, je saurais pas expliquer ce que c'était très blanc avec des formes, et ça formait un son, l'armure formait un son, l'espace dans lequel j'étais Ouais. Et ça n'appartient qu'à votre propre expérience. Est-ce que vous pouvez partager ça? Peut-être, je sais pas, mais ce n'est inhérent qu'à votre parcours, à ce que vous peut-être. L'éveil, c'est un truc, c'est extrêmement mystérieux aussi. On demande aux gens, qu'est-ce que vous imaginez dans l'éveil? Il peut y avoir 100 000 personnes qui répondent. 100 000 demandeurs de l'éveil ou de la réalisation. Eh bien, on peut leur répondre, c'est sûr que ce que vous avez vu dans la tête, c'est pas ça. Ou pas. C'est pas ça. L'éveil n'est pas représentable. C'est pas une couleur, c'est pas une énergie, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une êtreté profonde. Et quand ce qui perçoit, celui ou celle qui perçoit, peu importe si c'est pas une histoire de sexe, ce qui perçoit est reconnu avant la représentation des 5 sens, eh bien, paf, ça y est. C'est comme si, pendant 50 milliards de vies, on s'intéresse aux films. Ok, on regarde des films, 50 milliards de films, parfait. Et un jour, il y a un petit malin qui, au lieu de regarder le film, regarde la caméra. Non, le projecteur, pardon. Et là, il voit que tout ça, c'est du rêve. C'est du fantasme, c'est de la projection sur un écran. C'est pas l'écran qui est important. Enfin, c'est pas le film sur l'écran, pardon, c'est l'écran qui est important. C'est la trame de tout ça. C'est ce que nous sommes avant la représentation onirique de ce que nous vivons. C'est dur, hein? Ouais, c'est simple à la fois. Et c'est simple à la fois. Ouais. Représentation onirique, c'est simple. Tu es réveillé ou tu dors là? Je ne sais pas. Ce qui est beau dans le chemin de l'éveil, c'est le chemin, justement. Oui. C'est le chemin. Le camino, le chemin spirituel qui est... Parce que quand on interagit parfois des éveillés, ils disent, pas tous, mais j'en ai entendu dire ça, le chemin, quand même, c'était beau. Vous venez de mettre le doigt sur quelque chose qui m'est arrivé en 2015 que je n'avais pas compris. Et là, ça vient de faire ping avec le mot le chemin. Ouais. C'est pas le but, c'est le chemin. Ouais. Et le chemin, il est long. Hein. Quelqu'un qui connaît pas le temps, qui dit que le temps n'existe pas, qui dit ça? Alors, soyez raisonnable. Insinueux, il est plein de surprises. Il est plein de découvertes. Ouais. Parce que moi, depuis que je suis dans ce chemin d'éveil, je vais dans des surprises en merveille. Ouais. Tant mieux. Tout est une merveille, c'est-à-dire que je vais me casser le bras, c'est une merveille. Ouais. Parce que je sais que c'est une leçon. C'est une expression juste de la réalisation. Oui. Votre parcours, oui. Bien sûr. Il m'arrive une ribambelle de catastrophes, c'est une merveille. Parce que on essaie de me faire comprendre quelque chose. Donc je prends tout pour un message. Parce qu'il a été difficile pour moi de comprendre qu'il fallait que je reste dans cette positivité, mais qu'il fallait aussi un équilibre. Ouais. Parce que le monde est fait de polarité. Et ça fait quelques temps maintenant que je comprends que ce qui m'arrive, c'est bien. Ma mère hier m'appelle, me dit, oui, il m'est arrivé ça. Mais c'est génial. Ah non, mais comment tu dis ça? Mais parce que c'est beau. Ça me rappelle France Dolto qui parle à une de ses, pas élèves, parce qu'en analyse, il n'y a pas d'élèves, mais à une de ses suivantes. Dolto était presque à l'aube de sa vie, au crépuscule de sa vie, plutôt. Et donc, elle a eu une analysante, une analyste, qui est devenue analyste plus tard, qui a eu un accident de voiture et qui s'est crevé l'œil. 28 ans. Donc, elle est dans sa chambre d'hôpital, tout le monde défile, ma pauvre, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant, etc. Enfin, le cortège du collectif, quoi. Quelquefois, peut être super porteur. Et donc, elle avait pas le moral, elle était au bas du bas du bas. Non seulement il lui arrivait ça, mais en plus, tout le monde était passé en lui disant, ah, ma pauvre.
Et Dolto rentre dans la chambre rayonnante, mais vraiment rayonnante pour de vrai. Et elle lui dit, ce qui t'arrive, c'est extraordinaire. Maintenant, quand tu vas voir tes patients sur le canapé, sur le divan, tu vas garder un œil sur le patient et un œil dans l'invisible. C'est beau. Il y a que Dolto qui peut dire ça. C'est beau. C'est extraordinaire, parce que c'est vrai. Parce que c'est pour de vrai. C'est ce que Lacan appelait la parole pleine, la parole entière, la parole qui veut dire vraiment quelque chose. Pas qui fait blablabla, qui dit quelque chose. Et elle disait, je me rappelle, elle en parlait, cette dame-là, qui était très âgée, elle en parlait dans un reportage, elle disait, mais ça a changé ma vie, quoi. Une phrase d'un éveillé, de quelqu'un qui est quasiment réalisé, Dolto était très 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 avancé sur le plan spirituel, a fait basculer la conscience dans elle-même, dans la réalité. Et la réalité spirituelle et la réalité mondaine, tangible, incarnée. Alors, mais la réalité. Oui, mais. Non, mais. La réalité, il n'y en a pas qu'une. Et les vérités, il n'y en a pas qu'une. C'est une histoire d'interprétation. Je parle d'interprétation de cette jeune femme qui à l'époque était une jeune femme. Ça a changé ma vie. Interprétation d'une forme de réalité qui était sienne à ce moment-là. Oui. C'est tout. Oui, c'est comment on perçoit les messages, en fait. Ouais. Comment on les reçoit. Comment on les reçoit et comment on les sent. Ce qui se passe à l'intérieur de nous. Oui. Ouais. Une expérience comme ça aurait pu laisser quelqu'un d'autre froid, indifférent. Bien sûr. Mais à ce moment de son, non pas évolution, mais de son changement, de ce passage, paf, basculement. La plupart des réalisés, des éveillés, parlent de basculement, mais pas tous. Parfois, certains parlent d'une lente évolution qui peu à peu les conduit à la réalisation. Mais la plupart d'entre eux parlent de basculement, quelque chose qui est fait comme ça, qui à un moment donné de pérégrination basculement. Et se révèle, la conscience se révèle à elle-même. Et c'est Mais je l'attends, ce moment. Il dit quelqu'un qui ne croit pas autant. Il dit quelqu'un qui ne croit pas. Attends, j'attends ce moment. Avec impatience, même si je sais qu'il faut être patient. Et là, le problème, c'est que, voilà, nous commençons à rentrer dans l'obstacle ce coup-ci. C'est-à-dire qu'en fait, l'éveil, disent les sages, c'est le seul désir que nous devrions avoir. Le seul. Vouloir se réaliser. Mais après, il y a un piège. C'est que nous pouvons devenir des obsédés de l'éveil. Et là, c'est niette. Parce que justement, le désir devient l'obstacle. Comme disait Einstein, Dieu c'est comme le sucre dans le café, plus tu le cherches, moins tu le trouves. Et là, ça nous ramène à ça. Plus on cherche avec frénésie ce que nous sommes, moins on va le trouver. Nous avons émis le désir de nous réveiller, de nous réaliser. Très bien. C'est fini, stop, ça continue. Le magnétisme de cette demande a été engrammé et proposé aux forces qui nous entourent. Et ça va se faire, tôt ou tard, dans cette vie ou dans une autre. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Finalement, nous n'avons rien à faire. Non, on a juste à être. À être. Voilà. À être et à être sans condition, du coup. Inconditionnel. Sans condition. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Combray, pour cette interview qui était incroyable. En tout cas, merci. Oui. Et comme dit un de mes amis, joyeux maintenant. Joyeux maintenant. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.